Merci beaucoup. Donc, nous allons maintenant accueillir Muriel Aiglin, qui est magistrate et sous-directrice de la PJJ. Voilà, et qui va nous parler de la prise en compte des mineurs dans les orientations éducatives de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce serait bien que vous restiez parce qu'il y a un petit échange après. Je trouve que, en tout cas, votre exposé amène certainement des questions, des échanges. Merci beaucoup d'ailleurs parce que c'était fort intéressant. J'ai appris beaucoup de choses et notamment que je ne sais pas si on a beaucoup avancé depuis les années 80 en fait. Alors c'est vrai que curieusement, dès qu'on parle des filles et de la délinquance des filles, la question des filles à la protection judiciaire de la jeunesse et dans le secteur associatif habilité renvoie beaucoup à la question de l'intime. Tout de suite, on parle de sexualité, de l'intimité, du corps. Et tout ce que vous avez dit fait vraiment écho à ce qui se passe encore aujourd'hui dans les débats qu'on peut avoir. Et interroger la place des filles dans la justice des mineurs revient en fait à se demander si elles ont dans notre institution judiciaire une place ou un traitement singulièrement différent de celui des garçons. Est-ce qu'on est dans une indifférenciation, comme on a pu l'être dans les années 70, ou non alors, si tel est le cas, est-ce que notre institution a une place, est-ce qu'elle fait une place aux filles différente de celle que leur fait la société ? En tout cas, le programme des journées est très intéressant pour cela parce que c'est une question qu'on aborde souvent, mais on ne la creuse pas de manière très approfondie et on voit qu'on manque souvent d'outils de compréhension. Alors que ça nous pose un certain nombre de défis en termes de prise en charge. Alors, avant de vous parler des orientations de la PJJ ou de ce qui s'y pratique, je voulais faire un petit point, un petit peu un état des lieux des connaissances qu'on a sur la situation des filles dans la délinquance des mineurs. Il y a eu peu de travaux de recherche ces dernières années en fait en France sur cette question des filles dans la délinquance des mineurs et merci beaucoup Véronique Blanchard pour de mettre en lumière ces questions-là parce que ça va être un point d'appui, je pense, pour les travaux qu'on mène aujourd'hui parce que ça encourage vraiment la réflexion. Il y a eu une réflexion dans les années 90 autour de l'enquête INSERM qu'avait fait Marie Choquet sur une étude épidémiologique des mineurs pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse. Et à l'époque, en fait, ce qui en ressortait, c'était surtout que la situation, en fait, les garçons retournaient la violence contre autrui et les filles retournaient la violence contre elles-mêmes avec des problématiques de tentatives de suicide, d'automutilation, également de victimisation d'infractions, de violences sexuelles. Au sein de la protection judiciaire de la jeunesse, on a fait en 2009 une enquête concernant les mineurs détenus, les filles détenues. Et en fait, on a regardé sur l'ensemble des incarcérations de mineurs, des mineurs incarcérés entre janvier et juillet 2009. C'est un petit nombre, hein, ça fait 84 filles mineures incarcérées pendant cette période-là. On a fait une étude sur les profils. Il en résulte en fait que 8 sur 10 ont plus de 16 ans. 8 sur 10 également sont incarcérés pour des affaires de nature correctionnelle, pas criminelle. Et 8 sur 10, enfin, en étaient à leur première incarcération à la date où elles étaient, où l'enquête a eu lieu. 70% étaient incarcérés pour des faits de vol et 6 sur 10 étaient prévenus. Ce qui est à peu près ce qui est un petit peu moins que les garçons. Les garçons, on est plus vers 7 ou 8 sur 10. Et en fait, cette étude a permis de dégager 3 grands profils de mineurs détenus. Un profil de jeune fille qui a un parcours institutionnel très lourd avec une longue histoire en protection de l'enfance, placement dès la petite enfance, des problèmes de mauvais traitements familiaux et des incarcérations pour des affaires de vol, de stupéfiants ou de violences, de petites violences. Un deuxième profil était celui de jeunes filles inconnues des services de la justice auparavant, mais incarcérées pour une affaire criminelle. Et le troisième profil qui se dégageait, c'était les mineurs non accompagnés. Parmi ces filles, ces 84 filles incarcérées, elles bénéficiaient toutes d'un encellulement individuel, mais aucune n'était strictement séparée des femmes majeures.
Et donc ça, c'est une vraie caractéristique qu'on repère, c'est que la question les filles sont abordées sous l'angle de leur genre avant d'être abordées sous l'angle de leur minorité, leur vulnérabilité et de la question éducative. Alors en 2017, il y a eu une enquête, un bilan fait au sein de l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Lavore, quelque chose d'assez artisanal, en fait une étude faite à partir des filles qui étaient incarcérées, où on voit que la problématique de la prostitution est extrêmement présente pour la plupart d'entre elles dans leur histoire avant l'incarcération. Alors il y a eu une étude importante qui a été faite, dont vraiment je vous recommande la lecture. C'est une étude qui a été faite avec l'aide du GIP, de la mission Recherche, Droit et Justice, en 2016, par Cindy Duhamel, qui est psychologue à la protection judiciaire de la jeunesse et doctorante, ainsi que Dominique Dupré, sociologue et directeur de recherche au CNRS, et Élise Lemercier, qui est maître de conférences en sociologie à l'université de Rouen. Vraiment, je vous recommande cette étude parce qu'elle est très complète, avec notamment des données statistiques très intéressantes. Elle s'appelle « Analyse de la délinquance des filles mineures et de leur prise en charge ». Alors, cette étude montre d'abord quelques chiffres qui sont assez éloquents sur la manière dont la justice traite les filles. Les filles représentent à peu près 17% des mineurs poursuivables. Donc, on a plus de 80% de garçons, mais uniquement 9% des mineurs poursuivis. En revanche, représentent 22% des alternatives aux poursuites. Donc on voit d'ores et déjà que quand les filles arrivent le dossier des filles arrive sur le bureau du procureur, il aura tendance à moins les poursuivre que les garçons, à plutôt faire des alternatives aux poursuites. Et de 17% de poursuivables, on arrive pour les prises en charge PJJ à 10% à peu près. Donc là aussi, on a moins de prise en charge des filles mineures au titre de la délinquance que celles qui sont arrivées devant le procureur au titre d'une infraction. Et enfin, sur les incarcérations, on a 6% des mineurs incarcérés qui sont des filles. Et donc Cindy Duhamel, justement, rappelle dans son travail les travaux de Colline Cardy, en 2014. Colline Cardy est une sociologue qui a fait un travail à partir, notamment en 2014, une étude sur les discours des juges des enfants à l'égard des filles. Et elle a également fait un ouvrage en 2012 avec une sociologue qui s'appelle Geneviève Pruvot. Et elles évoquent la question du déni historique de la violence des filles. Et donc, effectivement, ça rejoint tout à fait ce que vous disiez. On aborde les filles sous l'angle de ce qu'elles sont, leur féminité, et non pas de ce qu'elles font, des actes de violence qu'elles peuvent commettre. Et Cindy Duhamel, dans ses travaux, indique qu'en fait, la délinquance des filles est essentialisée, c'est-à-dire qu'on l'aborde toujours par rapport au genre. On essaie de le rapprocher, de faire le lien. Elles ont commis des actes de délinquance en raison de leur féminité exacerbée, notamment tout ce qui a un rapport avec la prostitution, justement parce qu'elles ne sont pas féminines et qu'elles ne se comportent pas comme on devrait se comporter dans leur genre. Alors, au début du XXe siècle, on évoquait le comportement normal d'une fille qui doit rester à la maison, faire le ménage, etc. Aujourd'hui, on évoque le comportement normal d'une fille qui, certes, va à l'école, mais qui est plus douce, qui n'a pas de violence, alors que la question reste quand même la même pour les filles et les garçons. Alors, en fait, je voulais vous donner quelques petites indications issues de cette recherche. En fait, cette recherche faite par Cindy Duhamel en 2016 a été conduite à partir d'entretiens dits semi-directifs, c'est-à-dire qu'il y a une grille d'entretien, mais les entretiens étaient assez libres, et elle a pu vraiment obtenir des informations très intéressantes. Elle indique que la quasi-totalité des jeunes filles qu'elle a rencontrées ont été victimes de violences morales, physiques ou sexuelles au sein de leur famille, au sein de leurs réseaux amicaux ou dans l'espace public. Et si elles ont accepté de témoigner et de partager ce que ces expériences avaient produit pour elles, elles n'ont que très rarement été reconnues dans leur statut de victime. Et souvent, en fait, la prise en charge par la protection judiciaire de la jeunesse à l'occasion des faits de délinquance a été l'occasion pour elles de s'exprimer pour la première fois sur l'expérience qu'elles avaient vécue, comme si, en fait, la prise en charge dans un cadre judiciaire avait pu favoriser l'émergence d'une parole. Et elles ont également indiqué qu'elles n'étaient pas crues. D'accord. Merci. Donc on m'a dit qu'Élise Lemercier, qui a participé donc,
à ces travaux était présente dans la salle. Donc j'espère que je ne trahis pas le sens de votre étude et vous pourrez utilement compléter. Et donc beaucoup de ces jeunes filles n'ont pas été crues, y compris par les professionnels qui étaient chargés de les prendre en charge, et aussi par les services de police auprès desquels elles ont tenté de se plaindre. Elles ont exprimé des sentiments d'isolement, de solitude, d'absence parentale également, avec des relations intrafamiliales souvent conflictuelles, des expériences de carence ou de souffrance pendant l'enfance, avec des histoires effectivement de placement très jeunes par l'aide sociale à l'enfance, des parcours marqués de rupture, de placement et de judiciarisation, avec ce qui est mis en avant dans la recherche, c'est qu'on retrouve des parcours qui sont assez proches de ceux des garçons qu'on nomme habituellement, un terme que je n'aime pas, mais incasables, avec une multiplication de ruptures, mais la réaction sociale qu'elle suscite est assez différente. Et en fait, l'analyse des parcours de délinquance qui a été faite montre que ça n'est pas dans la nature des actes commis qu'on retrouve une différence entre la délinquance des filles et des garçons, mais plutôt dans la nature de la réaction sociale qu'elle suscite. Et donc c'est ce que j'indiquais sur les ouvrages de Mme Cardy et de Mme Pruvot tout à l'heure, avec ce déni de la violence. Et en fait, formulé autrement, on pourrait s'interroger sur le point de savoir pourquoi elles n'ont pas été stoppées plus tôt. Pourquoi on hésite à les poursuivre et pourquoi est-ce qu'on veut ensuite les protéger avec une peine privative de liberté avant de les avoir laissés s'installer dans un parcours de délinquance. Et je pense que ça doit vraiment nous amener à réfléchir dans la prise en charge qu'on peut avoir des jeunes filles dans nos structures et dans le regard qu'on peut porter sur elles également dans nos juridictions au moment du jugement. Et de même sur les réponses apportées. Alors là, ça va être un peu un mea culpa de la protection judiciaire de la jeunesse ou de l'ensemble des structures, également du secteur associatif. Il y a peu de structures accueillant spécifiquement des jeunes filles, ou même pouvant accueillir des jeunes filles dans le cadre de la mixité, ce qui impose souvent, quand un placement est nécessaire, un éloignement. Et on est souvent en fait dans une difficulté à devoir choisir entre deux mots, un éloignement source de rupture ou une prise en charge qui ne permet pas de répondre à la spécificité des besoins des jeunes filles, parce qu'elles peuvent aussi avoir des besoins spécifiques par rapport aux garçons. Et même ce qu'indique la recherche, c'est que le travail avec les filles est parfois perçu dans le discours des travailleurs sociaux comme moins gratifiant ou plus difficile pour les professionnels. Avec une mise en avant de la complexité de la prise en charge et un constat d'une rareté des formations et des outils pour les professionnels. Alors une fois qu'on a dressé ce tableau, comment est-ce qu'on travaille avec les jeunes filles à la protection judiciaire de la jeunesse ou dans le secteur associatif habilité? Alors d'abord, on voit que on réfléchit sur l'histoire, et heureusement qu'on a des ressources en interne pour pouvoir avancer sur ces sujets. On voit également, on essaye, alors comme je l'indiquais, on a peu d'établissements qui peuvent accueillir des filles au sein de la protection judiciaire de la jeunesse, alors même que toutes nos structures du secteur public, ou quasiment toutes, sont censées pouvoir accueillir, en tout cas sont autorisées pour pouvoir accueillir des filles et des garçons. Alors je vais reparler des structures. La question qui se pose à nous, en fait, qui sommes une institution qui prenons en charge en fait 90% de garçons, puisque je vous ai dit qu'on n'a que 10% de filles en charge, c'est comment on organise la question de la mixité. Et c'est essentiellement au travers de cette question de la mixité qu'on aborde la question de la prise en charge des filles. Comment on aborde la mixité pour favoriser l'apprentissage de l'altérité, pour apprendre à vivre ensemble, à l'image de ce qui se passe dans la société, puisqu'on n'est pas dans une société où on sépare les filles et les garçons. Et ça pose effectivement la question des pratiques professionnelles. Alors, sur la mixité dans les établissements de placement à la PJJ, alors on a fait le compte, en 2017, on avait 503 jeunes filles qui étaient placées dans les établissements de la protection judiciaire de la jeunesse, au pénal, secteur public, secteur associatif.
Et sur comme je vous l'indiquais, la plupart tous les établissements du secteur public sont habilités pour accueillir sont autorisés pour accueillir des filles et des garçons. Dans le secteur associatif, l'habilitation peut être filles ou garçons ou mixte. On a notamment un centre éducatif fermé, le CEF de Douteville, qui doit intervenir tout à l'heure pour expliquer comment les filles sont prises en charge. C'est d'ailleurs le seul centre éducatif fermé qui accueille exclusivement des filles. Sachant que dans le cadre du projet de création de 20 centres éducatifs fermés de la PJJ actuellement, il y a un projet de création d'un autre centre éducatif fermé dans la région sud-est, spécifiquement dédié aux filles. Actuellement, dans nos structures de placement en collectif, sur la question de comment on organise la mixité, comment on la travaille, ça se travaille sur à partir de plusieurs choses. La question des locaux d'abord. Tout à l'heure, en fait, vous disiez c'est un peu pauvre comme projet éducatif de faire un étage pour les filles et un étage pour les garçons. C'est vrai. Mais la première question qui se pose dans un endroit de vie partagé, c'est comment on protège l'intimité des uns et des autres, notamment les espaces sanitaires, les espaces de vie. Et pour pouvoir vivre ensemble de manière apaisée, il faut aussi pouvoir avoir des temps où on n'est pas ensemble, justement, et que chacun puisse sentir son intimité et sa sécurité protégée. Voilà. Alors ça peut être effectivement une partie de bâtiment, un étage, des sanitaires, voilà, ou des espaces collectifs étudiés pour. Et d'ailleurs, dans le cadre des projets de centres éducatifs fermés qui vont se créer, on a revu un peu notre programme cadre immobilier et on a prévu justement des bâtiments modulables pour permettre d'organiser l'espace en fonction des publics qui pourraient être accueillis. Parce que, en fait, c'est compliqué de réserver. On ne peut pas, sur 12 places, se dire il y en aura 6 pour les filles et puis 6 pour les garçons, ou 4 pour les filles et 8 pour les garçons, et faire un accueil moins important. Il faut pouvoir accueillir tout le monde. Et si on a une modularité des bâtiments et de l'organisation, ça peut permettre aussi d'organiser les choses autrement. On travaille également... alors, en termes de structure, je voulais faire un petit point sur la question de l'expérience de la mixité dans les établissements pénitentiaires qui sont habilités à l'accueil des mineurs. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, dans le pénitentiaire, les filles ont beaucoup été considérées comme des personnes du genre féminin avant d'être... Ok. Alors, je m'interromps juste. Je préfère aller plus vite et qu'on garde du temps pour les questions et faire la pause après plutôt que de décaler. Voilà. On décalera la pause après votre intervention. D'accord, très bien. Donc, alors, au départ, les filles pouvaient être accueillies, placées en détention dans les 28 établissements pénitentiaires qui accueillent des femmes ou dans 3 des établissements pénitentiaires pour mineurs. Et donc, en 2011, en fait, l'administration pénitentiaire et la PJJ ont décidé d'orienter, enfin de demander que les filles soient orientées dans une liste de 7 établissements répartis sur le territoire national. Alors, il y avait notamment les EPM de Lavore, Mézieux, Kievrechin, Maison d'arrêt d'Épinal, Centre pénitentiaire de Marseille-les-Baumettes, la Maison d'arrêt femmes de Fleury-Mérogis et le Centre pénitentiaire pour femmes de Rennes, avec la mise en place soit d'un quartier mineur filles, soit d'une organisation des lieux qui permettait une séparation en fait, des majeurs et des mineurs, puisque la question de la protection des plus jeunes de la violence des adultes se pose pour les mineurs filles comme pour les garçons. Et en fait, on a commencé à mettre en place ensuite des possibilités de mixité dans les établissements pénitentiaires pour mineurs et au quartier mineur d'Épinal, où il y a eu une expérimentation justement de mixité, sachant que la mixité ne s'applique que en ce qui concerne les activités et pas en ce qui concerne l'hébergement. Donc l'encellulement est toujours avec une aile fille d'un côté, une aile garçon de l'autre. Donc ça a été mis en place, lancé en 2015 dans le cadre d'une expérimentation. Ça se poursuit. Pour l'instant, voilà, l'expérience est plutôt positive. On n'a pas adossé une recherche ou quelque chose de suffisamment construit en termes d'observation et d'évaluation à cette prise en charge. C'est un petit peu dommage, mais ça n'est pas trop tard. Et de manière générale, la mixité est souvent perçue dans les EPM et dans ce quartier mineur comme pouvant avoir un impact positif sur le plan éducatif,
D'abord parce que ça permet une séparation mineure-majeure, et ensuite parce que ça peut être une source d'apaisement au sein de la détention. Et ça permet aussi aux jeunes filles de bénéficier d'actions éducatives continues des services de la protection judiciaire de la jeunesse, ce dont elles ne bénéficient pas quand elles sont avec des majeurs. Alors, au sein des établissements de placement de la protection judiciaire de la jeunesse, je me suis perdue un petit peu dans dans les établissements de placement. Et dans nos pratiques professionnelles, en fait, on a essayé de travailler la question de la mixité à partir d'un document qu'on a produit en 2017. On appelle ça un document thématique. C'est un document de soutien aux pratiques professionnelles qui s'appelle « Mixité garçons-filles dans les établissements et services de la PJJ » qu'on trouve sur notre intranet. Dont je pourrais assurer la diffusion si ça vous intéresse. C'est un outil méthodologique en fait à l'intention des professionnels qui prennent en charge quotidiennement les filles et garçons mineurs et qui apporte un éclairage en fait sur la mise en œuvre du principe de mixité. Donc à la PJJ, la mixité, c'est vraiment un principe de prise en charge parce que c'est une éducation au vivre ensemble. On veut que la prise en charge des jeunes se rapproche de celle qui existe dans la société, et ça interroge également, ça encourage les jeunes à interroger leur représentation du masculin et du féminin. On voit bien que les représentations du masculin et du féminin, c'est vraiment ce qui est à l'œuvre très fort dans ces difficultés à prendre en charge les filles par rapport à leur âge, aux symptômes qu'elles présentent et à leur parcours, plutôt qu'à leur sexe uniquement. Pour autant, alors c'est vraiment une orientation forte, la mixité à la PJJ, pour autant, sa mise en œuvre est parfois complexe et peut rencontrer des limites. Et d'ailleurs, quand on en parle avec des directeurs d'établissement, par exemple, ou des directeurs de services, ce sont les problèmes et les difficultés qui sont abordés en premier, plutôt que les richesses. Il faut aller les chercher, les richesses. Parce que la mixité peut parfois accentuer la vulnérabilité des adolescents. C'est compliqué dans les établissements collectifs. Un cadre mixte continu peut conduire aussi les jeunes à forcer le trait de leur caractère masculin ou féminin, à surjouer des attitudes de séduction ou d'agressivité. Et puis, ça nécessite de la part des professionnels une vigilance et un accompagnement particulier auprès des jeunes. La mixité également interroge les éducateurs par rapport à la question de l'intimité. Moi, j'ai pu entendre des éducateurs s'interroger sur la manière de rentrer dans la chambre d'une fille, mais pas forcément sur la manière de rentrer dans la chambre d'un garçon. Alors, s'interroger sur la manière de rentrer dans la chambre d'une fille amène ensuite à s'interroger sur la manière de rentrer dans la chambre d'un garçon, ce qui est positif, mais la réflexion vient du rapport aux filles. Et puis, l'une des difficultés, c'est également que parfois, c'est nécessaire d'avoir des dispositifs de prise en charge plus sécures, notamment pour des jeunes filles victimes d'agressions à caractère sexuel, que la mixité peut vraiment rendre vulnérables. Et la faible représentation des filles dans nos établissements et services peut rendre complexe leur orientation au sein de nos collectifs. C'est très compliqué d'accueillir seule une jeune fille au sein d'un collectif de garçons, d'un groupe de garçons, parce que isolement, manque d'intimité, et souvent en fait on est dans une orientation par défaut dans un établissement mixte ou réservé aux seules filles, mais géographiquement trop éloigné pour vraiment permettre un travail de qualité sur le maintien des liens avec son environnement familial et social. Et donc, en fait, pour y remédier, les éducateurs de la PJJ sont vraiment invités à veiller à ce que les lieux qu'ils proposent en termes d'orientation puissent garantir l'accueil d'un nombre suffisant de filles pour éviter une situation d'isolement. On promeut également, on pousse nos établissements et services à établir des coopérations avec d'autres établissements pour organiser des activités collectives de filles et également permettre du travail de groupe ou des prises en charge plus individualisées en hébergement diversifié avec des familles d'accueil pour favoriser le respect de l'intimité quand ça n'est pas possible dans le collectif. Et la PJ a mis en place un certain nombre de choses, 3 axes de travail pour favoriser une meilleure prise en compte de la mixité. D'abord une promotion de la mixité, ensuite une individualisation de l'action auprès des filles et enfin la question de la formation. Sur la politique de promotion de la mixité,
On a demandé à nos directions interrégionales de faire de la mixité un indicateur de la diversité de l'offre sur les territoires de la protection judiciaire de la jeunesse, donc de se poser la question, ce qui est déjà une avancée. Également la question de la prise en compte de la mixité dans l'architecture des locaux et dans les arrêtés de création et d'habilitation des établissements, et également dans les travaux de réhabilitation, donc c'est la modularité aussi que j'évoquais tout à l'heure. Faire de la mixité un axe de travail pour les établissements et services, dans les projets de services, les projets pédagogiques et les démarches d'évaluation interne des établissements. Et puis multiplier les expériences de mixité en travaillant sur le vivre ensemble avec les activités collectives que j'évoquais. Alors le deuxième axe, je vais un petit peu plus vite, c'est l'individualisation de l'action éducative, où la mixité, en fait, ça ne veut pas dire indifférenciation des publics. Et indifférenciation de l'accompagnement éducatif. On essaye de former nos éducateurs aussi aux questionnements spécifiques qui sont liés au sexe, à l'âge et aux besoins repérés, notamment au moment de l'adolescence. La question du genre, la question de l'identité sexuelle, elle se pose très fortement pour les filles comme pour les garçons. La question de la contraception, de la séduction, de la gestion des émotions, de la sexualité, elle se pose de manière particulièrement prégnante. En tout cas, ce sont des questions que les filles abordent plus volontiers dans les échanges et les entretiens que les garçons spontanément, même si mon propos n'est surtout pas de dire que ce sont des questions qui ne doivent pas être travaillées avec les garçons. Et puis, donc, il y a cette spécialisation possible de certains établissements et services, et on le verra tout à l'heure avec le CEF de Doudeville, et l'organisation d'espaces-temps spécifiques pour les filles. Sur la formation, on a pu repérer au sein de nos établissements et services que la mixité des professionnels est mal répartie, puisqu'on a davantage d'hommes en structure d'hébergement et davantage de femmes en service de milieu ouvert. Et donc, on cherche à outiller nos professionnels pour que les conséquences, pour en tenir compte. Ça passe par la formation et aussi beaucoup par un travail sur les représentations. Et ça, c'est vraiment important. Dans les pôles territoriaux de formation à l'École nationale de PJJ, l'idée, c'est que chacun puisse prendre conscience de ces représentations et de ne plus les subir. Et c'est à ce titre que je pense que votre travail est vraiment important, parce que ça fait sourire, en fait, ce qui pouvait se passer au début du XXe siècle, mais pas tant que ça. Hein, parfois, c'est un sourire doux amer, parce que ce qui se passe aujourd'hui et les discours qu'on peut entendre aujourd'hui sont parfois tout aussi terribles et assignent soit les filles, soit les garçons à uniquement leur genre, ce qui est bien dommage. Et puis, on essaye de donner aussi à nos éducateurs des outils pour permettre d'animer des activités avec des groupes mixtes, sur certaines activités manuelles, sur des groupes de parole, notamment en lien avec les violences sexistes ou la vie affective et sexuelle. Et ces outils peuvent aussi être utilisés dans le cadre de groupes de parole avec des familles. Alors, je vous en renvoie au document thématique que j'évoquais tout à l'heure, qui présente une liste notamment d'associations partenaires avec lesquelles on travaille, notamment une association qui s'appelle Je tue il, qui travaille beaucoup justement sur les représentations, les liens garçon-fille, le respect mutuel. Voilà, pour conclure, la mixité à la PJJ, ça n'est pas un principe absolument intangible, mais un levier éducatif à moduler en fonction d'un principe de réalité et également de sécurité de nos publics, garçons comme filles. Sa mise en place doit être accompagnée d'une vigilance particulière de tous nos personnels, surveillants, pénitentiaires, éducateurs, enseignements, personnel soignant, mais également à une démarche éducative forte et qui revendique cette prise en charge au titre de la mixité pour limiter les risques. Et la question nous est particulièrement posée aujourd'hui dans la prise en charge de certains publics qui appellent une vigilance toute particulière ou qui sont revenus d'actualité ces dernières années. Je pense notamment avec la surreprésentation, des problématiques qui sont très présentes dans la question de la prise en charge des filles, notamment la question de la prostitution. Alors ça a toujours été le cas, mais c'est encore plus aujourd'hui. La question de la traite des êtres humains, où les garçons sont également présents, mais les filles le sont aussi. Les questions de prise en charge de mineurs radicalisés, où on s'est aperçu qu'il y avait autant de filles que de garçons. Et j'ai vu dans le programme qu'il y avait un accent tout particulier sur la prise en charge de mineurs radicalisés. Et puis,
je pense que ces nouvelles problématiques qui se posent à nous vont nous conduire à avoir une plus grande attention à leur situation, mais à leur situation de manière globale, pas uniquement dans ces prises en charge spécifiques. En tout cas, le programme d'aujourd'hui, je voulais vous le dire aussi, merci à la FMJF de l'avoir organisé, parce que ça n'est pas si souvent qu'on a des manifestations spécifiques concernant les filles. Ça a suscité beaucoup d'intérêt au sein de la PJJ. Il y a plusieurs professionnels qui ont demandé à pouvoir venir, beaucoup plus que lors des colloques des années précédentes. Et j'espère que, je suis certaine même qu'on va pouvoir aussi s'appuyer sur vos travaux pour pouvoir creuser nos orientations et les améliorer, parce que j'ai commencé mon intervention en disant que le chemin parcouru depuis les années 80 ne semble pas si énorme que ça. Voilà, on a encore beaucoup de choses à travailler. Voilà. Alors, peut-être s'il y a une ou deux questions, voilà, avant qu'on puisse faire une petite pause. Alors, on n'a pas de micro qu'on peut déplacer, mais bon, je pense qu'on peut s'entendre. Marie-Pierre? Sans micro, Oui, je voulais savoir s'il y a eu des études qui ont été menées sur la délinquance des filles en bande. Parce que je ne sais pas ce que vous percevez, mais à Paris, il y a déjà quelques années, on était confrontés à des bandes de filles qui étaient très mobiles, violentes, et dont les prises en charge étaient complexes. Je ne sais pas si tu te souviens, Hervé. Il est Hervé. Ah voilà. Hervé, on avait fait ce constat. Ah voilà. Et on était un peu en difficulté. Et comment appréhender ce phénomène alors qu'on est sur des prises en charge quand même plutôt individuelles, des déferments individuels, des jeunes qui venaient de différents départements de France. Et on était en panne. Moi, je trouve qu'on était en difficulté. Donc, est-ce que les choses ont avancé sur ce sujet un peu spécifique, peut-être? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je peux vous donner une référence d'une sociologue qui a travaillé sur ces questions-là, qui s'appelle Stéphanie Ruby, qui est actuellement maître de conférence à Bordeaux, mais elle va bientôt être professeure à Paris 5, et qui a écrit un livre qui fait vraiment office de référence, qui s'appelle Les Crapuleuses, et qui essaye de questionner la question de la délinquance des filles en général, et en particulier de la délinquance parfois en collectif. Ça se passe, son terrain d'étude, c'est Marseille. Donc elle a essentiellement travaillé sur Marseille. Ensuite, Muriel Aiglin a cité Colline Cardy, qui a fait beaucoup de travaux autour de la question de la délinquance des filles et des bandes de filles. Elle a travaillé, elle, sur la question de la médiatisation des bandes de filles, et elle a essayé de montrer qu'il y avait une sorte de, ce sont ces termes, de panique morale autour de ce phénomène soi-disant nouveau. Il faut toujours s'interroger sur la nouveauté des phénomènes, par exemple en termes de délinquance. Et ce qu'elle montre, Colline Cardy, c'est que le phénomène n'est pas tant nouveau que extrêmement tout d'un coup mobilisé par les médias dans l'espace public à un moment où la question de la délinquance juvénile est très présente dans l'espace public, et que pointer du doigt la violence en bande et la délinquance des filles, c'est comme dire que, alors si les filles aussi s'y mettent, on est vraiment dans un moment d'extrême urgence par rapport à la délinquance juvénile. C'est ce qu'elle... Là, ce n'est pas mes propos, je vous transmets les études et les conclusions de Colline Cardy autour d'un phénomène surmédiatisé. Si je le rapporte à des phénomènes qu'on a étudiés en histoire, par exemple autour de la question des blousons noirs en 1959 en France, on se rend bien compte, en travaillant sur les archives, que c'est un phénomène médiatique utilisé par le politique pour, d'une certaine manière, dévier le regard. Et c'est mieux de parler à ce moment-là des blousons noirs que de la guerre en Algérie. Donc il y a véritablement, si ensuite on regarde les statistiques, pas réellement d'explosion de la délinquance en bande dans la France des années 1959. Il y a même des événements médiatiques montés par les journalistes, c'est-à-dire qu'on va créer des images, des documents autour de soi-disant cette explosion de la délinquance en bande. Il semblerait, en tout cas pour les deux sociologues qui travaillent sur cette question, que la question des bandes de filles n'est pas une actualité
particulière, mais qui a aussi tout un phénomène médiatique autour de cette question. Ça revient aussi à ce que j'ai dit, qui est aussi le regard très différent, hein, et vous l'avez repris, Muriel, le regard très différent qu'on pose sur la violence des filles, et qui fait qu'elle nous surprend plus, qu'elle nous dérange plus, et qu'on y est nettement moins, hein, socialement, tous et toutes, préparés. Donc on a un sentiment comme ça d'étrangeté, de phénomènes très nouveaux et d'extrême difficulté à imaginer comment faire avec ces jeunes filles violentes, alors que les questions ne se posent pas exactement de la même manière pour des violences similaires du côté des garçons, parce que du côté des garçons, il est admis, hein, qu'ils usent de violences et de ce type d'organisation délinquante. Bonjour, Geneviève Collard du collectif Ensemble contre la traite des êtres humains, donc collectif avec 28 associations qui travaillent dans ce domaine-là. J'ai une question, vous n'avez pas parlé du tout, ou très peu, du milieu ouvert. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots? Est-ce qu'il y a un effort particulier qui est fait? Et comment? J'ai une question complémentaire qui est que Paul a toujours beaucoup de vérité, qui n'est pas du tout de travail théorique au niveau de l'éducation en milieu ouvert, sur la question de comment on travaille sur un groupe de délinquants, qu'il soit féminin ou masculin, et comment on travaille à la fois la dimension du groupe, du territoire, et comment on peut individualiser. Alors, je ne sais pas si ça a évolué, mais ça a été toujours un refus assez important du côté de la PJ. Sur la prise en compte du groupe dans l'action éducative, de la délinquance de groupe. C'est vrai qu'on est sur des prises en charge individuelles. Alors, sur la question des filles en milieu ouvert, c'est vrai que toutes les réflexions qu'on a pu avoir, enfin, l'essentiel des réflexions qu'on a pu avoir sur la prise en charge des filles est partie de l'hébergement à cause de cette question de la cohabitation. Mais il ne passe pas rien au niveau du milieu ouvert. Mais on n'a pas donné d'orientation précise sur la prise en charge des filles dans le cadre du milieu ouvert. En revanche, on promeut le travail notamment avec des associations qui ont des activités spécifiques concernant les filles. On travaille beaucoup avec les plannings familiaux, qui sont des institutions qui sont restées vraiment très précieuses justement sur la question des filles. Et puis, le document thématique que j'évoquais tout à l'heure donne des outils aussi, des idées de modalités de prise en charge collective, d'activités de groupe, garçons-filles, mixtes ou spécifiques filles, des éléments de réflexion sur pourquoi on a besoin d'espaces de séparation à certains moments, pourquoi c'est important de pouvoir faire des activités mixtes. Donc, alors je ne suis pas rentrée dans le détail, mais ce serait un petit peu de l'anecdotique. Il faudrait que je cite un certain nombre d'exemples. Et puis, puisque vous avez parlé de la traite des êtres humains, je voudrais juste faire un petit peu de publicité pour des films explicatifs de ce qu'est la traite des êtres humains que vous avez montés, qui sont des outils extraordinaires, vraiment, qui peuvent parler aux professionnels, qui peuvent parler aux jeunes, qui peuvent parler aux parents et au grand public, d'une manière très frappante, très bien faite, très délicate. Voilà, et si vous avez les références et que vous pouvez en parler, plus ces outils seront diffusés et seront utilisés dans les équipes éducatives, plus on avancera sur la question de la traite des êtres humains et sur l'attention, l'acuité du regard qu'on peut porter sur ces enfants qui sont victimes de choses difficiles souvent qu'on ne voit pas passer. Voilà. Moi aussi, juste une information, l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse organise une journée d'études autour de la traite des êtres humains le 28 mai à Roubaix. Donc vous y êtes. Je serais simplement pour vous dire que sur www.contrelatraite.org, vous aurez vraiment beaucoup d'informations là-dessus et la possibilité d'accès à ces films et aux livrets surtout qui vont avec et qui sont très complémentaires des hashtags invisibles et hashtags devenir. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on fasse une pause un petit peu raccourcie, voilà, et qu'on se retrouve d'ici 10 minutes grand maximum. Merci.